Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. Actuellement, on se trouve en plein cœur d'une tempête islamophobe, une poussée de racisme comme seuls en connaissent les pays construits sur une fondation raciste. À la faveur d'une actualité, ce qui était endormi habituellement s'active. Et ce qu'on voit apparaître, ce sont les vraies règles. Il n'y a plus d'illusion d'égalité, de fraternité, blabla. Les structures racistes sont visibles. Ces explosions de haine créent de l'émotion, de la peur, de la colère aussi. Et puis ça retombe, et on est tellement soulagé que ça retombe qu'on essaie d'oublier cet épisode, on n'y pense plus. Pourtant, c'est une fois l'esprit au calme qu'on peut, avec un peu de distance, examiner ce qui s'est passé, essayer de le comprendre. Donc, avec distance, une fois qu'est revenu le calme, ce travail sert à identifier ce qui revient à chaque fois. Et ce qui revient à chaque fois, c'est le signe de structure profonde. Surtout, il ne faut pas croire les gens qui nous disent que ces pics de racisme sont des accidents, parce que ça voudrait dire qu'en temps normal, la République fonctionne. C'est absolument faux. Le deux poids, deux mesures, c'est l'état normal d'une société raciste comme la France. Et ce deux poids, deux mesures, il se cache en temps de paix et il se revendique en temps de guerre. Donc pour les plus jeunes qui pourraient être découragés de la période qu'on vit actuellement, sachez que nous, plus âgés, on peut vous garantir que c'est déjà arrivé, que ça arrivera encore et que toutes les générations ont fait face. Donc vous ferez face. Et c'est ce qui s'est passé avec la tempête du désert de début 91 qui avait été planifiée 6 mois avant. En juillet 90, les troupes irakiennes se massent à la frontière du Koweït. Saddam Hussein espère que les réserves de pétrole du Koweït vont aider l'Irak à rembourser la dette énorme que le pays a accumulée pendant sa guerre récente avec l'Iran. Il espère aussi que ça va donner à l'Irak un pouvoir de négociation supérieur en faisant de lui le gardien du pétrole du Moyen-Orient. L'Irak subit particulièrement la concurrence du Koweït, qui produit plus que ses quotas ne l'autorisent, et ça fait mécaniquement baisser les prix du baril et donc perdre de l'argent à l'Irak. À l'époque, la diplomatie occidentale avait garanti à Saddam Hussein qu'il n'interviendrait pas. Et en fait, dès que l'Irak entre sur le Koweït, les États-Unis s'en mêlent. D'abord, en adressant une menace à peine voilée à Saddam Hussein, ils lui disent qu'ils espèrent une résolution rapide. Et ils ne sont absolument pas en mode négociation, eux sont plutôt dans la démonstration de force. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont peur que l'Irak prenne du poids dans la région et fragilise l'Arabie Saoudite qui est l'allié habituel des puissances occidentales. Si Saddam Hussein prenait le contrôle du Koweït et de l'Arabie Saoudite, il aurait le contrôle de plus de 20% des réserves mondiales de pétrole et ça ferait lui la puissance pétrolière dominante du monde. Et Bush dit à sa population que le mode de vie américain en dépend. Il dit nos emplois, notre mode de vie, notre propre liberté et la liberté des pays amis dans le monde entier souffriraient tous si le contrôle des grandes réserves de pétrole du monde tombait entre les mains de Saddam Hussein. Ainsi, Bush condamne l'invasion du Koweït par l'Irak en déclarant, je cite, « Le monde civilisé tout entier est contre l'Irak », ce qui est quand même le comble de l'inculture de la part d'un type qui est un Européen émigré dans un pays vieux de quelques centaines d'années, et la terre dont il parle là, connue sous le nom d'Irak, elle a été l'un des berceaux de la civilisation humaine. Les anciens Sumériens, les Babyloniens, les Assyriens ont tous développé de grands empires dans cette région. Mais bon, donc l'Irak envahit et annexe le Koweït. Début août 90, Bush signe l'ordre d'engagement de l'opération Tempête du désert. Il obtient aussi que le Conseil de sécurité de l'ONU vote une résolution qui organise le boycott militaire, commercial et financier de l'Irak. Seuls 2 pays s'abstiennent, Cuba et le Yémen. Les États-Unis font aussi ça parce que l'URSS est en perte de poids, elle est sur le point de se disloquer et c'est l'opportunité pour les Américains de prendre la main dans la région. Et puis, ils vont aussi faire de Saddam le nouvel épouvantail qui justifie l'existence d'institutions indignes comme l'OTAN. Dès octobre 90, 500 000 soldats américains se déploient en Arabie Saoudite. Et le 16 janvier 91, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et 31 autres pays, soit une coalition de près de 1 million d'hommes, ouvrent les hostilités contre l'occupant irakien
en attaquant au Koweït autant que sur son propre territoire. Le lendemain, l'offensive aérienne alliée contre l'Irak est lancée. C'est le début de l'offensive Tempête du désert. C'est la guerre du Golfe 1. À minuit, heure de Paris, George Bush ordonne le bombardement des sites stratégiques irakiens. À minuit 40, les forces aériennes alliées, donc américaines, britanniques, koweïtiennes et saoudiennes, passent à l'attaque contre des objectifs en Irak et au Koweït. 1h10, le porte-parole de la Maison-Blanche annonce que la libération du Koweït a commencé. À 3h du matin, Bush s'adresse à la nation américaine, il indique que l'attaque se déroule comme prévu et il dit qu'il est déterminé à éliminer le potentiel nucléaire et chimique de l'Irak. Et tout ça est filmé et amplement diffusé sur les TV occidentales. On peut carrément regarder les bombes tomber en direct à la télévision. En Algérie à Constantine, en Tunisie à Sfax, des manifestations anti-France et anti-américaines sont organisées. Le lendemain, 18 janvier 1991, c'est la deuxième vague des raids aériens nocturnes des forces alliées sur l'Irak et le Koweït. Participent aux opérations des bombardiers lourds américains, les B-52. C'est la deuxième sortie des Jaguars français qui attaquent des installations militaires irakiennes au Koweït. Et depuis le début des hostilités, les forces alliées ont effectué 2107 missions. À 2h du matin, l'Irak riposte en lançant des scuds sur Israël et les espère déclencher l'implication des nations arabes. À ce moment-là, François Mitterrand appelle Haïm Herzog et il exprime sa vive émotion et sa condamnation et rappelle que le droit d'Israël à la sécurité est inscrit parmi les principes majeurs de la politique française. L'ambassadeur d'Irak à Paris, lui, revendique pour son pays le droit d'utiliser toutes sortes d'armes, y compris chimiques, et il indique que Bagdad fera payer un prix élevé à Israël et aux États-Unis. Le week-end, il y a des manifestations anti-coalition à travers le monde entier. Les États-Unis font parvenir à Israël des missiles patriotes et des techniciens capables de les servir. C'est la première fois que des soldats américains sont appelés à assurer une mission opérationnelle sur le territoire d'Israël. Pour ralentir la progression des ennemis, Saddam Hussein tente plusieurs manœuvres, comme par exemple provoquer une marée noire géante ou bien incendier des puits de pétrole qui vont obscurcir le ciel. Mais ça ne suffit pas, et l'Irak perd la guerre et surtout il laisse 250 000 morts contre 500 côté coalition. Et surtout pour l'Irak, c'est le début de 12 années de bombardements réguliers. Ainsi, le 13 février 1991, dans le quartier d'Amiria, 408 civils meurent de bombardement alors qu'ils étaient en train de chercher un abri pour se protéger des bombes, les fameuses bombes intelligentes. C'était l'abri public numéro 25 du quartier d'Amiria à Bagdad et il a été attaqué par 2 avions F-117 américains qui ont tiré des bombes à guidage laser tuant 408 civils. Peu de temps après, le gouvernement irakien a publié une petite brochure qui énumérait le nom des victimes tuées dans cette attaque et elle comprenait des photographies de 100 victimes. Mais la majorité des noms étaient accompagnés de la légende « Il n'a pas de photo » ou « Elle n'a pas de photo ». L'artiste Anna Malala a recréé les photographies des victimes qui étaient dans ce livret et elle a sculpté leurs portraits dans des toiles brûlées. Les 308 victimes manquantes sont représentées par des toiles blanches, vierge, à l'exception d'un numéro imprimé au milieu. Et ce numéro représente les chiffres des statistiques, ce à quoi ces personnes, ces hommes, femmes et enfants ont été réduits dans cette attaque, comme les milliers d'autres vies irakiennes réduites à des chiffres même contestés ou des chiffres parfois carrément absents dans les années qui ont suivi. En commentaire de cet épisode, vous trouverez le lien pour aller regarder cette installation d'Anna Malala. Comme par exemple, quand les forces de l'armée américaine ont enterré des dizaines de soldats irakiens vivants dans leurs tranchées. Ça a été reconnu plus tard par les commandants de l'armée américaine, qui a déclaré que cette tactique a épargné la vie de soldats américains qui auraient dû quitter la sécurité de leurs véhicules blindés et combattre les troupes irakiennes au corps à corps dans les tranchées. Or, avec cette guerre, les États-Unis inauguraient de nouvelles techniques sophistiquées précisément pour éviter le corps à corps qui coûte en vie américaine. Lors de cet événement-là, on estime qu'entre 80 et 250 Irakiens ont été enterrés vivants. Et puis ces morts réduits à des chiffres, c'est aussi ceux disparus sur l'autoroute de la mort. C'est le nom qui avait été donné à une route entre le Koweït et Bassora, route qui passe par les villes frontalières de Abdali et Safwan. Sur cette route, les unités de l'armée irakienne qui se repliaient ont été attaquées et détruites par des avions américains, canadiens, britanniques et français,
au cours de l'offensive de la coalition lors de la guerre du Golfe dans la nuit du 26 au 27 février 91, puis par des forces terrestres et notamment la 24e division d'infanterie mécanisée des États-Unis. De nombreux véhicules civils ont aussi été anéantis et préalablement l'autoroute avait été minée avant d'être bombardée par l'US Air Force, ce qui avait entraîné la destruction de nombreuses colonnes de l'armée régulière et de la garde républicaine irakienne sans riposte. Ça a entraîné la destruction de centaines de véhicules, on estime entre 1800 et 2700 véhicules détruits, et surtout la mort d'un nombre inconnu de soldats et de civils irakiens, de 300 à des dizaines de milliers selon les sources. Les scènes de carnage sur la route sont quelques-unes des images qui représentent le plus cette guerre et qui pourraient avoir contribué à la résolution de la guerre peu après. Ce sont des attaques qui ont été fortement critiquées et médiatisées. Elles étaient considérées comme des violations des conventions de Genève de 1949. C'est un crime de guerre. Et les soldats qui l'ont fait, les généraux qui ont donné leurs ordres et les politiciens, notamment français, qui ont donné leurs ordres, tous devraient être jugés pour leur barbarie totale. Et pourtant, on sait bien qu'ils ne seront jamais jugés parce que ces tribunaux internationaux ne jugent les Blancs que quand ils attaquent d'autres Blancs. Donc la diffusion de ces images par les médias a pu contribuer à ce que Bush déclare la cessation des hostilités le 28 février. Un cessez-le-feu a officiellement mis fin à l'opération Tempête du désert, mais la coalition avait essayé d'instrumentaliser les minorités kurdes et chiites dans son combat contre Saddam et ces deux populations ont subi une répression féroce pour ça. Mais ça, c'était pas le problème des États-Unis qui ont fait une opération juteuse, comme leurs alliés. Ils participent ensuite à la reconstruction du Koweït et puis, dans l'ensemble, ils ont fait des affaires dans la vente d'armes. Donc l'impérialisme américain et occidental sort renforcé de cette guerre du Golfe I. Cette coalition des nations blanches avec l'Arabie saoudite et Israël a prétendu agir pour défendre le droit international, mais bon, il faut être particulièrement bête pour croire que c'était leur intention première et que ces nations respectent le droit. En tout cas, les masses occidentales, en général, ont gobé ce mensonge. Alors c'était aussi le début de la guerre propre, où la communication sur la guerre était soigneusement contrôlée. Un officier des forces aériennes américaines a d'ailleurs commencé une conférence de presse en janvier 91 en déclarant « Laissez-moi vous dire d'emblée que je n'aime pas la presse ». Parce que la guerre, c'est une chose qui est épouvantable, abjecte. Et en cachant ses conséquences, la coalition occidentale, elle travaille les foules à accepter cette guerre propre. C'est aussi parce que, pour les Américains, le Vietnam a été couvert par des photographes qui ont rendu compte des horreurs de la guerre. Et après le Vietnam, l'armée américaine a pris soin de cadrer cet aspect-là en travaillant avec des journalistes accrédités, sélectionnés sur leur capacité de travailler dans les clous et dont le travail était très contrôlé. Ça correspond aussi au début du storytelling. Le storytelling, il nous fait passer d'un journalisme qui exposait des faits à de la mise en récit qui nous raconte des histoires. Le propre de l'histoire, c'est qu'elle fait appel aux affects, aux émotions, aux identifications, au gentil contre le méchant. D'ailleurs, les histoires, c'est ce qu'on raconte aux enfants quand on veut les divertir, les amuser ou leur faire peur. Et aujourd'hui, on est habitué à ce qu'on nous raconte des histoires, mais en 91, c'était le tout début de ça. Chez certains grands reporters, les grands reporters sont ces journalistes et ces photographes qui parcourent le monde pour capter les réalités qui nous échappent, pour certains, ça a été un acte militant que de montrer l'horreur de cette tempête du désert, combattre les images de guerre aseptisées. Ainsi, Kenneth Jarek, qui a pris en photo un soldat irakien mort brûlé vif dans son camion alors qu'il essayait de s'en extirper. Le reporter espérait que ce cliché qui montrait le visage de l'homme déformé par la douleur change le regard des Américains sur la guerre du Golfe. Le problème, c'est que les rédactions n'ont pas voulu de sa photo. Et c'était pas les pires, c'était le Time Magazine ou l'agence AP. En français, Libé l'a publié, mais bon, ce n'est même pas l'armée qui l'a censuré. De toute manière, elle procédait à une censure en amont. On voit que montrer les conséquences réelles de l'intervention occidentale serait aussi combattu la propagande d'une guerre jeu vidéo avec ses tirs de précision qui soi-disant épargnent les civils, ses bombes intelligentes, ses frappes chirurgicales. La coalition, elle montrait les dégâts matériels, mais elle ne montrait ni la violence ni les effets sur les hommes. Et Kenneth Jarek l'avait pressenti, il est parti en Irak parce qu'il voyait dès fin 90 que s'enchaînaient des photos de chameaux sur soleil couchant.
Et quand l'opération a été lancée, il a réussi à s'incruster, mais pendant tout le temps où il a essayé de faire son travail, il était sous contrôle. Et ça l'a marqué. Le fait que les journalistes étaient maintenus à distance des zones d'opération, qu'il était surveillé pendant son travail. Et il raconte qu'un autre journaliste avait réussi à assister au bombardement américain et à la guerre aérienne entre eux et les missiles irakiens. Il prenait des photos depuis l'avion, mais il ne pouvait le faire qu'à la condition que ces clichés aillent au Pentagone et surtout pas à la presse parce que c'était l'opposé de ce que les Américains voulaient montrer. Donc le Pentagone récupérait toutes les photos et sélectionnait celles qui pouvaient aller à la presse. Et puis cette soi-disant guerre propre, c'était aussi les éléments de langage préparés par l'armée et que la presse réutilisait, et ces éléments de langage, ils les aidaient à cacher les conséquences des choix américains. Quand on parle de frappe chirurgicale, la chirurgie, c'est normalement quelque chose qui nous sauve. Or, les frappes chirurgicales étaient des bombes qui tuaient. Et puis, c'était aussi toute la terminologie moderne, comme par exemple guerre cinétique, du jargon, qui cache la réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça ne s'est pas fait sans protestation. Le monde n'a absolument pas laissé faire. Partout, des gens ont dénoncé cette intervention impérialiste. À Berlin, en Allemagne, une chaîne humaine composée essentiellement d'écoliers a bloqué le quartier général des forces américaines. Dans les capitales latino-américaines, Mexico, Asunción, Managua, Santiago, Lima, des rassemblements ont eu lieu. En Italie, les 3 grandes centrales syndicales ont appelé à une grève générale de 5 minutes pour la paix dans le Golfe. Le 14 janvier aux États-Unis, partout, de nombreuses manifestations pacifistes, des prières publiques pour la paix étaient organisées dans des églises. À Washington, un cortège s'est dirigé vers la Maison-Blanche. Et d'ailleurs, le militant Dick Gregory a été interpellé après 54 jours de grève de la faim parce qu'il était entré dans le périmètre interdit de la résidence présidentielle. Un groupe d'Indiens Ojibway en provenance du Minnesota a battu un tambour de la paix près de la Maison-Blanche. À New York, il y a eu 4 grosses manifestations contre la guerre, dont une veillée aux chandelles d'enfants devant l'immeuble des Nations Unies et un chant de 500 écoliers à Times Square. Un bateau de la paix, le Ibn Khaldoun, affrété par l'Union générale des femmes arabes, est arrivé le 14 janvier dans le sud-est de l'Irak, après être parti d'Alger le 6 décembre et après avoir fait escale à Tunis, Tripoli, Port-Soudan et Aden. Mais il a été contraint par la coalition de décharger au large d'Oman sa cargaison de sucre. Dans le monde arabe aussi, de nombreuses manifestations de soutien à l'Irak. 30 000 personnes à Alger ont critiqué le roi saoudien, 10 000 à Oran devant le consulat des États-Unis. En Tunisie, syndicats et organisations ont réuni des milliers de personnes pour qui la guerre que va livrer l'Irak à l'Alliance atlantique et impérialiste est celle de tous les Arabes et musulmans. Et puis en Jordanie et au Pakistan, au Niger aussi, où des institutions françaises et américaines ont été ciblées. Je vous disais la semaine dernière que pour parler des révoltes en banlieue, la presse française employait des termes qui amalgamaient les révoltes dans les quartiers et les révoltes en Palestine. Imaginez l'atmosphère que la guerre du Golfe va créer en France. On a la nation blanche au cœur d'une coalition occidentale qui va attaquer ce qui est présenté comme le dictateur occupant monstrueux Saddam Hussein, et la France, elle est aux côtés d'Israël et des États-Unis, que nous, indigènes, on ne le sera jamais. Nous, on a... historiquement, culturellement, plus de proximité avec le peuple irakien que le français de base qui découvre même ce qu'est l'Irak et pour qui aussi la figure de l'arabe est unidimensionnelle. Donc ce qu'on connaît après comme l'ambiance post-11 septembre aux États-Unis, c'est déjà très présent et peut-être même encore plus intense. L'arabe est l'ennemi. À cause de lui, on est en guerre. Donc, on est dans une vision binaire où il y a nous, il y a eux. Et eux, c'est l'islam. Donc l'atmosphère, elle est aussi irrespirable qu'aujourd'hui pour les Arabes en France. Et l'ennemi anti-français, anti-occident, anti-américaniste, islamiste, contre le camp du bien et ses bons propres, c'est le récit simpliste qui domine cette année 91, comme cette année 2020. Dans le même temps, en France, la révolte continue de gronder dans les quartiers. Désormais, les émeutes éclatent régulièrement, probablement aussi par mimétisme d'avoir vu à la télé les révoltes du Lyonnais, qui résonnent avec des révoltes noires ailleurs dans le monde. En mai, c'est à Mantes-la-Jolie, au Val-Fouré, que ça éclate. Aïssa Illich est arrêté dans la nuit du 25 au 26 mai 91. Il est accusé d'avoir caillassé un véhicule de police. Lui dit qu'il était juste témoin. Et pendant sa garde à vue, il est victime d'une crise d'asthme et il décède
alors que ses proches étaient venus lui porter une ventoline, mais les flics ont refusé de lui remettre le médicament. Ça part en émeute pour plusieurs jours, jusqu'à ce que 2 personnes meurent dans la nuit du 8 au 9 juin. D'abord une policière heurtée par une voiture à un barrage, et plus tard Youssef Kaïf abattu d'une balle dans la nuque par un policier témoin plutôt de la mort de sa collègue. À partir de ce moment-là, l'émeute retombe, mais le gouvernement ne bouge pas d'un pouce sa stratégie, et comme prévu avec le ministère de la Ville, il vote sa loi anti-ghetto. Et puis sa politique de la ville à ce moment-là, c'est par exemple au mois de mai toujours, les ministères de la Culture et de la Ville qui coordonnent l'opération Quartier Lumière. Pendant un mois, des initiatives de jeunes dans les domaines du sport, de l'environnement, de la culture sont mises en avant. Donc ça donne des concerts, des spectacles de danse, des cours de peinture ou du théâtre, au Franc-Moisin à Saint-Denis, dans les quartiers nord de Marseille, à Lyon, Bron, Saint-Priest, etc. Il termine à Lille début juin avec un grand forum des acteurs du développement social des quartiers. En tout, Quartier Lumière, c'était 400 initiatives. Et dedans, il y avait le festival de musique métisse d'Angoulême qui avait accueilli Salif Keïta, Chapraled ou Johnny Clegg. Et puis en juillet, les premiers grands projets urbains organisent un effort exceptionnel de l'État envers quelques quartiers, souvent les banlieues où ont eu lieu des émeutes. Une autre action politique de la ville de l'époque, c'est en septembre la création du service national ville, où on demande à des appelés du contingent d'aller dans des quartiers jugés sensibles pour encadrer, pour animer dans des écoles, dans des organismes sociaux ou dans des associations. Ça va représenter 5200 appelés en 94, 7500 en 95. Donc ces jeunes, ils faisaient de la surveillance dans les collèges et lycées, de l'animation dans les foyers socio-éducatifs, de l'accueil, de l'aide à des personnes en grande difficulté. L'État les sélectionnait au niveau Bac+2. Leur job relevait des collectivités locales et leur solde d'appelés était complété d'une indemnité de 1 700 francs qui était à la charge de leur employeur. Ça a été un dispositif vu par les préfectures comme un élément stratégique de la politique de la ville. Et on peut raisonnablement se demander pourquoi. Autre dispositif, c'était l'école ouverte qui essayait de donner une meilleure image de l'école, puisque il n'a jamais été prévu de réformer l'école pour qu'elle soit adaptée à tous. Donc, si on ne peut pas faire de changement en profondeur, on essaie de changer l'image par la culture ou le sport. En tout cas, occuper les gamins l'été pour éviter que ça implose. Et puis la même année, 91, c'est le moment où une loi apporte une gratification financière supplémentaire aux fonctionnaires qui exercent en zone sensible. Et puis, dernier événement qui en dit long sur l'atmosphère de l'époque, à la fin de l'année 91, le tribunal de Carcassonne va juger 17 paras qui ont mené une expédition punitive 1 an plus tôt dans un quartier immigré. Alors, ces paras disaient que c'était parce qu'un de leurs collègues s'était battu avec des Arabes et que c'était ce qui expliquait leurs gestes, mais on sait que les paras n'ont jamais eu besoin de prétexte pour haïr les Arabes, c'est vraiment dans leur essence. Un para, c'est comme Baqueux, on ne peut pas exercer ces jobs-là si on n'est pas raciste. Et donc, à Carcassonne, ceux-là se sont vengés en menant une opération commando dans le quartier du Viguier. Ils se sont retrouvés sur le stade où ils avaient l'habitude de s'entraîner. Là, ils se sont équipés de poings américains, de nunchakus et de manches de pioche qu'ils avaient achetés l'après-midi même. Et à une quarantaine cagoulés, ils sont allés en voiture vers le quartier du Viguier, qui était un quartier à forte population maghrébine. Avec toute la lâcheté propre aux gens de cette espèce, ils ont ciblé des hommes et des femmes qui sortaient d'une veillée mortuaire, et ils les ont donc frappés. Pour ce procès, plusieurs associations antiracistes se sont portées partie civile, et étonnamment, les militaires n'assumaient plus, minimisaient et surtout niaient le caractère raciste. Les rares soldats à être condamnés vont prendre du sursis et la privation de droits civiques. Voilà pour l'atmosphère de 1991. Donc si vous avez 20 ans aujourd'hui, dites-vous qu'on en a vu d'autres, que vous ferez face et que vous avez tout intérêt à connaître votre histoire afin d'en tirer les leçons pour vous battre plus efficacement que vos aînés contre ce racisme qui, encore une fois, n'est pas un accident, c'est le reflet de cette société qui a été construite pour être inégalitaire.
يا عين وش بيك تباعة يا عيني يا عيني وش بيك تباعة ما خليتي قلبي يرتاح 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 كل يوم تشوفي زينة ولاعة كل يوم تشوفي زينة ولاعة واللي نشوفها نقول معها نقيم 7 فراغ يا عيني يا عيني وش بيك دماعة يا عيني يا عيني وش بيك دماعة وسهران مع نجوم الليل حتى للصباح الصباح ما بقى والله لا شي ما بقى والله لا شي ما بقى غير المجيل ليام الصحاح 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 مشيت وما شفتي وراك محال أدميري ينساك مشيت وما شفتي وراك محال أدميري ينساك معلوم اللي بلاني ما بلاك كندير للقاوي دواك معلوم اللي بلاني ما بلاك وكندير للقاوي بهواك شعلت فيا النيران وانتي ما جبتي خبر غفلان انا في مسيري بيت حيران وانتي ما كان لي بيتك سهران ريتك وتمنيتك من زمان في يوم ربي يجمع شملانا ريتك وتمنيتك من زمان في يوم ربي يجمع شملانا مشيتي وما شفتي وراك محال دمعي ينساك مشيتي وما شفتي وراك محال دمعي ينساك معلوم اللي بلاني ما بلاك وكندير للقاوي بواك معلوم اللي بلاني ما بلاك كندير للقاوي بواك بهيا
والسر عليك يبان يا شبيهة القمر والشمس الدبلانة السحر لما في قرة العيان في التدريج باين عليك زربانة جفان عليهم ورد وسيسان والقد كاملة طول مليان جفان عليهم ورد وسيسان والقد كاملة طول مليان مشيتي وما شفتي وراك محال دمعي ينساك مشيتي وما شفتي وراك محال دمعي ينساك معلوم اللي بلاني ما بلاك وكندير للقاوي دواك معلوم اللي بلاني ما بلاك كندير للقاوي دواك الصبر خلاني والوقت حان داتي في سفينة غرقانة لو كان غير نهار واحد لو كان نودي فيه ما كان قلبي يتمنى الله يهديك من عيون الخسران نلقي عليك ملازمي بالمعنى الله يهديك من عيون الخسران نلقي عليك ملازمي بالمعنى مشيتي وما شفتي وراك محال دمعي ينساك مشيتي وما شفتي وراك محال دمعي ينساك معلوم اللي بلاني ما بلاك كندير للقاوي دواك معلوم اللي بلاني ما بلاك وكندير للقاوي دواك باقي نرجاك في يوم مزيان نخلفوا فيه ليا اللي فاتونا هذاك النهار مالوش بهان هايمين علينا طيور الهنا والوطار بنغم وميزان نقولوا ما كتمنه سنة والوطار بنغم وميزان ونقولوا ما كتمنه سنة مشيتي وما شفتي وراك محال دمعي ينساك مشيتي وما شفتي وراك محال دمعي ينساك معلوم اللي بلاني ما بلاك وكندير للقاوي بجبال معلوم اللي بلاني